merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La CNTS/FC et ASCOSEN en accord avec les déclarations du chef de l'État suite à la coupure d'électricité survenue en marge du sommet IDA. Passablement irrité par l'incident, le président de la République Macky Sall a requis des sanctions contre les mises en cause. Loi sur la biosécurité, État et société civile en porte-à-faux. Plusieurs organisations de la société civile récusent le vote de cette loi sans concertation avec les acteurs au préalable. En réponse à leur courroux, l'autorité nationale de la biosécurité brise le silence et parle plutôt d'une révision et non d'une création d'un nouveau projet de loi. Tabaski, quand la mise en beauté des femmes devient une affaire d'hommes, ça se passe au marché Petersen. La jante masculine a investi le créneau porteur au grand bonheur des dames qui assument leur préférence de se faire embellir par les hommes. Nous y ferons un tour avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et retour sur cet incident qui s'est produit au King Fahd Palace et qui a passablement agacé, on va dire, le chef de l'État, Macky Sall. Sa réaction après une coupure d'électricité intervenue en pleine réunion avec ses pairs africains a fait réagir l'opinion publique et notamment les syndicats et associations de consommateurs. Et bien, selon les dirigeants de la CNTS/FC et de ASCOSEN, le président de la République a raison de s'offusquer de cette situation et de réclamer des sanctions à l'encontre des mises en cause. Cheikh Diop et Momar Ndao ont réagi dans ce reportage. Il est signé Alassane Amadouba. Il trouve que c'était la démarche à adopter par le président Macky Sall après la coupure d'électricité au King Fahd lors de la réunion IDA 20. C'est un contexte où le Sénégal ne devrait pas offrir cette image à ses étrangers, à ses hôtes. Ça, tout le monde le comprend. Donc nous comprenons parfaitement sa réaction. Sa réaction est d'autant plus compréhensible que nous avons fait quand même, le pays, je veux dire, nous avons fait quand même beaucoup d'efforts dans le secteur de l'énergie. C'est des situations de sécurité nationale. C'est inacceptable dans un pays organisé. Il a parlé de protocole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le président doit se déplacer pour aller dans une maison, même simple maison, au moment où il est dans la maison, cette maison, c'est le palais de la République. Savez-vous qu'au niveau du King Fahd, il y a une centrale électrique qui est suffisamment puissante pour alimenter une petite ville comme Kébémer? Et donc, s'il y a une coupure, automatiquement, ça doit faire peut-être des millisecondes. Cheikh Diop est d'avis qu'on doit aller vers une gouvernance qui tient en compte des sanctions, qu'elles soient positives ou négatives. Si tel est le cas, nous sommes preneurs. Que ça ne soit pas une situation ponctuelle. Nous devons avoir une culture de gouvernance qui sanctionne positivement et qui sanctionne aussi négativement. Nous devons tous l'accepter et aller dans le bon sens. C'est ça aussi, il y va de l'intérêt du pays. Si, quand il y a un trou, on dit c'est le président de la République, mais finalement, celui qui est chargé d'éviter qu'il y ait des trous ou de combler ces trous-là, on l'oublie. Et à ce moment-là, donc personne dans la chaîne de responsabilité ne prend ses responsabilités. Et ce qui fait que finalement personne ne travaille parce qu'un président ne peut pas être derrière chaque boulon et le serrer. Et donc il faut qu'il y ait une organisation à la mesure de cela. Mais en tout cas, moi je suis pour qu'un président de la République organise l'État de sorte que chacun fasse le travail qui lui est confié et le fasse bien. Si certains pensent que le chef de l'État agit comme un syndicaliste, d'autres estiment qu'il est temps d'instaurer cette culture de sanctions pour une meilleure gouvernance. Et nous restons avec ce sujet. À la Sénélec, par contre, les travailleurs n'apprécient pas cette sortie du chef de l'État. Habib Aïdara est secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de Sénélec. Il juge démesurées les sanctions infligées aux mises en cause. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Al-Hassan. La position du président de la République se comprend aisément dans la mesure où il y avait la présence du président de la Banque mondiale. Mais quand même, ce que nous n'avons pas apprécié, c'est le manque de respect aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais et les clients de Sénélec qui s'acquittent de leurs obligations contractuelles font face souvent à des coupures intempestives d'1 heure de temps.
la coupure de l'autre jour n'a duré que 30 secondes. Et ces Sénégalais n'ont jamais eu droit à des excuses ou à des explications. Donc aujourd'hui, je pense que dans l'exploitation d'un système électrique, il est tout à fait normal qu'il y ait des dysfonctionnements. Mais un dysfonctionnement de 30 secondes, je pense que cela ne devait pas le mettre dans cet état-là. Et vraiment, nous pensons que le président de la République devrait être beaucoup plus indulgent, compte tenu de tous les résultats qu'il a eus dans le secteur depuis qu'il est à la tête. Déjà au niveau de Senelec, on a suffisamment sanctionné parce que le directeur général a pris sur lui la responsabilité de sanctionner des directeurs, des chefs de département, des chefs de service et même des chefs d'unité. Et nous pensons que même la sanction en l'interne, elle a été très lourde par rapport à ce petit dysfonctionnement. La société civile grince des dents après le vote de la loi sur la biosécurité. Face à la presse, ces acteurs évoquent un projet de loi rédigé et introduit à l'Assemblée nationale en catimini. Par conséquent, elles sont nombreuses, ces organisations de la société civile, à demander à l'État de surseoir à la promulgation de cette loi et d'inviter l'ensemble des acteurs à la discussion. Le point, c'est avec Dissa Prera et Ababacar Kamara. L'alerte est lancée, l'État est interpellé. La société civile regrette le processus d'élaboration de la nouvelle loi sur la biosécurité. Nous sommes dans le doute. Nos pays n'ont pas les moyens même d'identifier les produits qui sont OGM. On nous dit, oui, le droit à l'information du consommateur sera respecté. Et il sera marqué sur les produits qu'ils sont OGM. Qui va vérifier ça? Nos services de contrôle économique? Avec les moyens dont nous disposons? Aujourd'hui, je pense que nous devons faire très attention parce que les enjeux sont multiples. Une option favorable aux OGM, nous en avons vu. La première des conséquences, c'est que ça tue l'agriculture familiale. Au regard des enjeux, la société civile s'offusque de ne pas être associée au débat. Selon elle, les préalables n'ont pas été respectés. Une voie de tels enjeux qui doit être votée devrait d'abord faire l'objet d'informations, de socialisation au niveau des territoires à la base, avant d'en venir à la capitale, à Dakar, pour la voter sans débat et pour la voter en catimini, pas presque, en catimini, et sous coupole d'une procédure d'urgence. Une procédure d'urgence, on peut l'accepter pour certaines choses, mais pas pour de tels enjeux. Pour les agriculteurs, avec cette loi, ce sont des milliers d'hectares de terre qui risquent d'être détériorés. Le plus facile, c'est d'ouvrir de larges concertations, comme ça a été fait dans le passé, sur de grandes thématiques. Sur des thématiques majeures, l'État a ouvert des discussions, des concertations à la base, dans les communautés rurales avant, jusqu'au niveau national, pour arriver à formuler des recommandations fortes qui émanent des populations les plus reculées pour fédérer les synergies et arriver à des points de vue, en tout cas, qui puissent augurer des lendemains meilleurs pour notre population. De leur avis, l'État devrait surseoir à la promulgation de cette loi sur la biosécurité et attendre qu'un débat populaire avec l'ensemble des acteurs soit réalisé. Après les griefs de la société civile à son encontre, l'Agence nationale de la biosécurité réagit. Selon le directeur exécutif de cette agence, il n'y a pas de nouvelle loi sur la biosécurité, mais plutôt une révision et une réactualisation de la loi de 2019. Ousseynou Kassé précise également que de larges concertations ont été ouvertes, des concertations qui, en leur temps, avaient impliqué l'ensemble des acteurs. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Dissa Prera. Il faut d'abord préciser que nous n'avons pas une nouvelle loi, mais il y a la loi de 2009 qui a été révisée. Et c'est vrai que cette nouvelle loi abroge celle de 2009. La base de travail, c'est la loi de 2009. Et le document a été préparé, le draft 0, par des Sénégalais. Donc c'est le laboratoire de biosécurité et de droit de l'Université Cheikh Anta Diop qui a produit le premier document. Et depuis lors, nous avons travaillé depuis 2015 avec l'ensemble des acteurs. Pour faire respecter le Sénégal, ses engagements sur le plan international. Nous avons une loi de 2009,
Mais après 2009, il y a eu le protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur sur la réparation et les dommages. Et ce protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur n'avait pas ces dispositions dans notre loi de 2009. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la CEDEAO, avec le SILS et l'IMOA, a adopté un règlement. Et le règlement adopté par la CEDEAO est d'application directe pour l'ensemble des pays qui sont membres de cette organisation. Alors, le Sénégal devait prendre en charge cet état de fait. Retour sur le saccage d'une salle de classe au lycée de Yoff et dont les images avaient choqué l'opinion publique. Eh bien, le verdict est tombé. Les 4 élèves impliqués ont bénéficié d'une relaxe. Le principal suspect, lui, a écopé d'un sursis. Quant aux 14 autres mises en cause qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, eh bien, leur procès est renvoyé au 15 juillet prochain. Les détails, c'est avec Cheikh Tidiane Gueye. Il est porte-parole des parents d'élèves et étudiants et il est au micro de Mariam Ndiaye. Il s'est trouvé ce matin que nous sommes venus en présence des parents et aussi en présence des inculpés, au nombre de 12. Parce qu'il s'est trouvé qu'il y a eu des jeunes de 12 ans et 4 autres, n'est-ce pas, qui ont 18 ans. Du coup, donc, il y avait 2 salles. Alors, il s'est trouvé que Madame la proviseure, qui se trouve être la plaignante, ne s'est pas présentée. Alors, le juge a trouvé utile de renvoyer le procès jusqu'au vendredi 15. Chose qui nous a vraiment outrés parce que nous considérons, comme on l'a si bien dit, que cette affaire pouvait ne pas atterrir au niveau du tribunal. Donc, malgré tout, il y a des autorités qui sont en train de vraiment s'activer pour régler la question. Bon, nous concernant l'UNAPES, nous faisons tout pour que la situation redevienne normale et que ça soit réglé vraiment au niveau de la... Je vous l'annonçais en titre, la Tabaski, une fête très prisée par les femmes qui n'hésitent pas un seul instant à casser leur tirelire pour paraître élégantes le jour J. De l'habillement au maquillage, rien n'est laissé au hasard. Parlons justement de maquillage, un constat. Les hommes investissent de plus en plus le créneau. Au marché Petersen, ils sont nombreux à s'adonner à ce métier de maquilleur, un métier à l'origine réservé aux femmes. Et quand on leur pose la question, eh bien, ces hommes rétorquent que tous les métiers se valent. Leurs clientes, elles, se réjouissent des prestations fournies et assument de porter leur choix sur des hommes pour assurer leur mise en beauté. Fatima Touré. Le business autour du make-up en plein essor en cette veille de fête. À Petersen, une allée entière est aménagée pour accueillir les nombreuses dames venues se faire belles. Un métier à l'origine réservé aux femmes. Mais la donne a changé. Les hommes aussi en font leur gagne-pain. Je vendais des friperies, mais vous savez, le business ne marchait pas bien. J'ai embrassé le métier de make-up artiste pour m'en sortir. Je fais pratiquement tout, pose ongles, cils et crayons. Moi, je fais des tatouages, pose cils et aussi crayons pour les sous-cils. Les temps sont durs, donc peu importe le métier, l'essentiel est de gagner sa vie dignement. Il n'existe pas de métier pour homme ou pour femme. Ces maquilleuses, pour leur part, estiment que le métier n'est pas fermé. Homme ou femme, l'essentiel est de gagner sa vie dignement. Ils sont nombreux à le faire, mais je pense que c'est normal. Tout le monde peut faire le métier de make-up artiste. Le plus important est de gagner de l'argent. Les hommes s'y adonnent maintenant, mais ils ne nous dérangent pas. Au contraire. Ces clientes, quant à elles, ne sont intéressées que par le résultat. Peu importe si c'est un homme ou une femme qui est aux commandes. Je suis venue me faire belle. Je vais faire un make-up, pose ongles et cils. Les prix sont certes un peu chers, mais c'est pas grave. Le rendu est plus important. Je veux être belle à tout prix. Je suis là pour me faire belle.
Je veux changer de look pour faire plaisir à mon mari. Les poses ongles, cils sont très jolis. Se faire belle est une priorité pour certaines femmes à l'approche de la Tabaski. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes se sont transformés en make-up artistes afin de gagner leur vie dignement en cette période de fête. Elle fait partie de ces accessoires les plus convoités à la fête de la Tabaski. Elle, c'est la babouche, communément appelée marakis, et portée par la jante masculine pour rehausser le boubou le jour J. Au fil des années, les artisans sénégalais, ceux de Ngaye Mékhé en particulier, se sont illustrés dans la confection des babouches, une manière de booster le consommé local, bien apprécié par Simon Kouka, initiateur du projet Solofi, et présent justement à Ngaye Mékhé pour magnifier le travail de ces artisans. Charante Diop et Saïlatia. Ngaye Mékhé, dans plusieurs ateliers de cordonnerie, les artisans mettent leur talent à l'œuvre et rivalisent d'ingéniosité à travers l'offre de plusieurs produits. Selon Massamba Dieng, cordonnerie d'Armanco, les Sénégalais s'intéressent de plus en plus aux produits locaux, surtout en cette période de fête de Tabaski. Le dalu Ngaye est très prisé. Mauritanie, Gambie, Mali, Guinée. Beaucoup de pays de la sous-région viennent acheter nos produits. Le dalu Ngaye, pourquoi pas les Sénégalais? Nous fabriquons des chaussures de très bonne qualité. Pourquoi pas Sénégalais? Selon l'initiateur du projet Solofi dalu Ngaye Lysol, il suffit d'un petit coup de pouce pour que ces talents éclosent. Et moi, j'ai souvent aussi cité Sankara qui disait il faut consommer ce qu'on produit pour vraiment pouvoir se développer. J'ai initié vraiment ce concept Solofi. Tout ce que je porte, c'est vraiment fait par nos artisans locaux. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Solofi. Et il y a Daloufi Lysol qu'on lance en général quand il y a la Korité et la Tabaski. Ça, ce réflexe, si on l'a, ça peut faciliter. Parce que quand le ministre nous donne un chiffre en nous disant chaque année, c'est 45 milliards que les Sénégalais achètent en termes de babouche vers un autre pays. Si 20 milliards restaient à Ngaye, Ngaye aurait dépassé ce stade-là. L'artisanat soutient ces acteurs pourrait prendre son envol si les initiatives liées au financement, à la formation et à la formalisation suivent. L'aéroport international de Saint-Louis sera inauguré le 14 juillet prochain par le président Macky Sall. Le ministre des Transports aériens en visite dans la région pour constater l'évolution des travaux estime que ce joyau va booster l'économie locale avec l'exploitation du gaz dans la région. Nous écoutons Alioune Sarr au micro d'Ousseynou Diop. Ce programme qui, comme vous le savez, vise à construire et à réhabiliter plus de 5 aéroports régionaux. Je le rappelle, vise à améliorer la connectivité intérieure du Sénégal. Puisque vous savez que Saint-Louis va jouer un rôle important dans l'économie nationale avec le gaz et le pétrole ici dans la région de Saint-Louis. Et donc avoir ici un aéroport international permettra justement d'améliorer l'économie de la région, mais également le tourisme. Et donc c'est une attente des populations de Saint-Louis que le chef d'État, le président Macky Sall, vient de satisfaire. Et le jeudi, Inch'Allah, 14 juillet, le chef d'État lui-même viendra inaugurer donc l'aéroport avec toutes les commodités, avec tous les éléments justement qui seront en train d'être mis en place pour justement aligner l'aéroport sur les normes de l'OACI, l'Organisation mondiale de l'aviation civile. Donc il y a ce travail-là qui sera fait pour justement dire au monde entier que Saint-Louis est un aéroport international. Parce que vous savez qu'un aéroport, c'est pas j'allais dire une affaire intramuros. C'est un aéroport qui est ouvert à la navigation mondiale et donc il est important justement que ce travail de certification soit fait. Eugénie Rokhaya repose désormais au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. La défunte directrice du CESTI a reçu les hommages de la nation lors de sa messe d'enterrement ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Elle a été par ailleurs élevée au grade de commandeur de l'Ordre national du Lion par le chef de l'État. Le point, c'est avec Marcel Farba-Maroun. Eugénie Rokhaya, élevée ce vendredi au grade de commandeur de l'Ordre national du Lion à titre posthume par le président de la République, Macky Sall. Vous savez que ces décorations sont en général données à des personnes qui ont rendu d'éminents services à notre pays et je pense que Eugénie l'aura fait. C'est la raison pour laquelle vous avez vu un public nombreux assister à cette messe, une belle messe au cours de laquelle nous aurons tous ensemble prié pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis. Femme multidimensionnelle, l'ancienne directrice du CESTI aura
tout au long de sa vie, combattu pour, entre autres, donner une place de choix au métier de journaliste au Sénégal. Un modèle de générosité intellectuelle et d'engagement pour la cause de la nation. Figure emblématique des médias, une figure féminine également, avec un engagement sans commune mesure pour la cause de la femme, pour la cause des journalistes de manière générale, des personnes démunies. Voilà, donc c'est une grosse perte pour la nation, je dirais. Elle a formé et encadré plusieurs générations de journalistes au Sénégal et en Afrique et un peu partout dans le monde. Voilà, c'est pourquoi nous nous inclinons devant sa mémoire et pour que également son héritage reste pour les générations actuelles et les générations à venir. Inutile donc de rappeler que cette femme, au vrai sens du mot, était habitée par une dévotion sans pareille dans le métier. À l'exemple de ces derniers jours passés sur Terre, et les membres du CORED ne diront certainement pas le contraire. Figurez-vous qu'elle est décédée le dimanche et le vendredi, sur son lit d'hôpital, elle a tenu à ce que la prochaine réunion du tribunal des pairs qu'elle préside puisse être programmée. Et la personne qui était chargée de la suppléer lui a envoyé le message le dimanche même, quand on a appris au même moment qu'elle quittait ce bas monde. Vous voyez quelle personne elle était. Elle ne laissait pas passer le moindre détail, parce que comme on le dit souvent, le diable est dans les détails. Donc elle voulait un travail à la perfection et c'est ce que nous avons retenu d'elle. Mission pleinement accomplie. Alors, de la part d'Eugénie Ao, elle peut désormais dormir en paix au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, car l'ensemble des acteurs de la presse feront bon usage du legs qu'elle aura laissé. Adieu, grande dame, que votre âme repose en paix. Parlons à présent culture avec l'exposition d'œuvres artistiques intitulée Sunuduk, en d'autres termes notre pays. Une trouvaille de 5 artistes qui ont investi les locaux de la maison Eiffage pour partager avec le public le fruit de leur créativité. Les thématiques évoquées par ces artistes sont diverses et tout axées sur la récupération, la Covid-19, mais aussi des maquettes architecturales. Ibou Diouf, Amadouba y ont fait un tour. Reportage. Des installations, de la récupération, sans oublier l'art plastique, une large palette d'œuvres d'artistes, de la créativité à l'occasion de l'exposition Sunuduk. Une autre manière de montrer la place de la maison Eiffage dans la diffusion de l'art au Sénégal. Sunuduk, ça veut dire notre cité, notre ville. On veut montrer que ici, cette maison est la maison de tous les artistes sénégalais et d'ailleurs, avec une sélection de 4 artistes qui sont Maodo Nyang, Théodore Diouf, Babali et Gorgui Boy. Bijou, ça ne fait que compléter l'offre d'espace en termes de culture. En tout cas, bravo, et je crois qu'aussi c'est un très bon exemple que Eiffage donne aujourd'hui au monde de l'économie, au monde du privé. Mahmoud Babali fait partie des exposants. Son travail lui a permis de porter un regard sur la pandémie de la Covid-19. J'ai travaillé sur une série qui s'appelle La Métamorphose et c'est une remise en question sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi pendant la Covid. Tu vois, en fait, c'est beaucoup de questionnements que je me pose sur mes œuvres et que j'essaye de matérialiser. Par exemple, l'œuvre qui est juste derrière moi parle un peu sur la technologie, l'impact de la technologie sur les êtres humains. Daouda, lui, est plus préoccupé par la question de l'environnement, de la récupération pour donner une autre vie à ces objets jetés. J'utilise des palettes et des cagettes en bois que j'exploite comme support de fond. J'y intègre des matériaux que je récupère un peu partout à travers la ville. Contribuer sur l'environnement déjà pour commencer et pour attirer l'attention des gens sur les inégalités sociales qui existent. À la maison Eiffage, l'œuvre architecturale de Maudignan ne passe pas inaperçue. Un plan d'une situation urbaine artistiquement représentée. C'est ça, l'exposition. Hors de chez nous, le Japon sous le choc. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe est mort après avoir été blessé par balle ce vendredi lors d'un événement politique. C'était dans la région de Nara, à l'ouest du Japon. L'ancien Premier ministre prononçait un discours de campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche. Le tireur, un ancien militaire qui appartenait à la force maritime d'autodéfense japonaise, a été interpellé. Et le point, c'est avec Fatou Bintou Conté.
5-4-3-2-1-0 texte. À 67 ans, Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais, a été tué ce vendredi par un tireur âgé d'une quarantaine d'années qui aurait appartenu à la force maritime d'autodéfense japonaise, la marine nippone. C'est lors d'un rassemblement électoral de son parti libéral-démocrate à Nara, à l'ouest du Japon, alors qu'il prononçait un discours en vue des élections sénatoriales qui se déroulent ce dimanche. Retiré du pouvoir depuis 2 ans, Shinzo Abe a été Premier ministre du Japon de 2006 à 2007, puis 8 ans sans interruption de 2012 à 2020. Il était le plus jeune Premier ministre du pays au moment de sa première nomination, à 52 ans. Il a marqué les esprits durant son deuxième passage au pouvoir avec une politique de relance audacieuse et une intense activité diplomatique. Shinzo Abe s'est fait surtout connaître à l'étranger avec sa politique économique surnommée Abenomique, lancée à partir de fin 2012, combinant assouplissement monétaire et relance budgétaire massive. La fin de sa période à la tête du Japon a été marquée par l'annulation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Alors âgé de 65 ans, il avait révélé être atteint d'une maladie chronique de l'intestin pour ensuite quitter ses fonctions en raison de ses problèmes de santé. Allez, actualité sportive, une fois n'est pas coutume, nous parlons de Viet Vo Dao dans cette édition. Mame Diarra Gackou est la représentante du Sénégal au championnat du monde prévu en France. Elle est membre de l'Académie Club de Yoff, championne du Sénégal en 2022. L'équipe a présenté ses trophées à son parrain, Mame Ousmane Ndoye, qui s'est dit tout simplement honoré et qui a promis de prendre en charge la préparation de la combattante. Ibrahima Kane. Après son sacre, il y a quelques jours, l'Académie Club de Yoff a tenu à honorer son parrain. Le staff technique, les combattants, tous ont fait le déplacement pour présenter la moisson glanée cette saison à leur parrain. Ils ont ramené le trophée. Ce qui me fait le plus plaisir, ce sont les conditions dans lesquelles ils ont été sacrés. Je suis très content. Donc, je suis content trop. Une belle saison, couronnée de succès pour l'Académie Club de Yoff, qui compte également dans ses rangs la représentante du Sénégal au championnat du monde prévu en France. Mame Diarra Gackou promet de s'investir pour triompher encore. Mon souhait est de rafler toutes les médailles possibles. Je porte Yoff et le Sénégal dans mon cœur. Parfois, j'ai des partenaires qui me proposent d'aller voir ailleurs, mais c'est au Sénégal que je veux rester. Vice-championne d'Afrique et double médaille d'or, Mame Diarra Gackou, 25 ans, peut compter sur le soutien de Mame Ousmane Ndoye. Maintenant, nous avons encore pris l'engagement d'être leur premier supporter, d'être leur premier partenaire financier. Et Inch'Allah Rabbi, nous avons pris l'engagement de prendre en charge tous les frais de déplacement de Mame Diarra pour qu'ils vont lui permettre d'aller compétir en France. Et Inch'Allah Rabbi, s'il y aura la possibilité, si notre emploi du temps nous le permet, nous devons l'accompagner pour être le supporter numéro 1, Inch'Allah, pour aller compétir et gagner la coupe et de l'amener ici au Sénégal. Après une saison 2021-2022 qui a vu l'écurie de Yoff sur le toit du Sénégal en Vovinam Viet Vo Dao, les Yoffois veulent confirmer la saison prochaine, mais également accompagner Mame Diarra Gackou pour un sacre mondial en France. Juste avant de se quitter, ce communiqué du Conseil restreint de l'Assemblée de l'Université, conformément au calendrier universitaire 2021-2022 et tenant compte de la recommandation de la conférence des recteurs et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur du 5 juillet, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar informe que la période des vacances est fixée du 23 juillet à 12h au 3 octobre 2022. À 8h. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, eh bien, c'est sur nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée. À demain, Inch'Allah.